Bonjour à tous, je suis ravi ce jour d'accueillir quelqu'un que vous connaissez. Il est avocat, il s'appelle David Guyon, maître David Guyon, qu'on a déjà reçu sur cette chaîne, qu'on a aussi eu le plaisir d'entendre plusieurs fois à Arras ou en manifestation, qui est vraiment l'avocat des libertés fondamentales, hein. Et vous allez voir, sa présence et son analyse, toujours très pertinente, va être particulièrement intéressante aujourd'hui parce qu'on va parler de sujets qui vous intéressent et qui sont totalement d'actualité et qui concernent les libertés, notamment. Alors, mon cher David, comment allez-vous d'abord? Merci de vous être rendu disponible pour cet entretien. Bonjour Florian, très bien, je vous en remercie. J'espère que vous aussi. C'était encore un plaisir de participer à Arras pour les Assises de la souveraineté. Et aujourd'hui, je suis content de votre invitation. Je vous en remercie également. On va pouvoir parler de ce projet de financement de la sécurité sociale qui sonne comme un bis repetita. On a l'impression de revoir une très mauvaise pièce de théâtre se rejouer, et notamment celle de la Covid-19. Donc je suis ravi de pouvoir Tout à fait. dire quelques mots à ce sujet. Eh ben oui, on va commencer par ça. On parlera pas que de cela. On va parler aussi du procès de Brigitte Macron sur le cyberharcèlement, parce qu'il y a beaucoup à dire, et sur les menaces d'Emmanuel Macron, de plus en plus fréquentes contre les réseaux sociaux et la liberté d'expression. Alors on va commencer par ce fameux article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est en débat actuellement au Parlement. On rappelle, on a déjà fait des vidéos sur cette chaîne, on se mobilise d'ailleurs mercredi, je rappelle, mercredi 12 novembre, devant le ministère de la Santé, place Pierre-Laroque à Paris à 18h, contre l'obligation vaccinale et pour la liberté, donc venez très nombreux. Et cet article prévoit pour certaines catégories de personnes l'obligation vaccinale grippe, et on peut l'analyser comme étant problématique sur certains aspects et peut-être aussi comme étant un pied dans la porte. C'est-à-dire que si on accepte cela, puisqu'on va parler ensemble de cet article, il est assez flou, on peut craindre derrière une extension, je reprends les mots qui ont été dits en commission des affaires sociales à l'Assemblée il y a quelques jours, les députés ont dit, ce sera, ils s'en réjouissaient, ils ont voté pour, ce sera une banalisation de l'obligation vaccinale. Donc je crois que tout est dit par ce terme, et c'est vrai, ce serait une banalisation de quelque chose qui pourtant n'est pas banal, ça reste un acte médical, intrusif, et on en est là, voilà. Alors, on va avoir pas mal de petites questions à voir sur ce point. D'abord, est-ce que vous avez eu donc, le temps de regarder cet article 20 ? Qu'est-ce qu'il vous inspire ? Il vous paraît clair ? Il vous paraît potentiellement problématique ? Merci. Alors effectivement, j'ai eu le temps de l'analyser avant notre émission de ce jour. Attention, le projet risque d'évoluer. Donc aujourd'hui, il faut tenir compte qu'on est en train d'analyser au 7 novembre 2025, date à laquelle on enregistre, et que ça peut encore évoluer puisqu'on est sur un projet de loi et qu'il y a des débats qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc là, aujourd'hui, à la date actuelle, quand vous vous rendez à la page 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous avez le fameux article 20 qui prévoit quoi? Qui prévoit cette vaccination obligatoire contre la grippe. Il nous manque, pour qu'on puisse vraiment se faire une idée sur cet article, trois informations. Trois informations qui n'apparaissent pas dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La première information, c'est quelle sera la nature du vaccin qui sera utilisé. Est-ce qu'on va être sur un vaccin traditionnel ou est-ce qu'on sera sur un vaccin, au contraire, plus récent, à ARN messager, ceux qu'on a connus durant la crise sanitaire? Eh bien ça, le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'en parle pas. Donc on n'a pas cette information dans ce document. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je vous ai envoyé juste en amont de notre émission, je vous ai envoyé le lien de l'OMS sur un article qui était sorti en janvier 2024, sur lequel l'OMS parlait d'un vaccin à ARN messager pour la grippe qui avait été fabriqué par le laboratoire Biotech. En d'autres termes, ça existe, d'accord? C'est ça que ça veut dire. C'est possible scientifiquement de mettre en place ce type de vaccin. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est celui-ci qu'on va utiliser pour la vaccination obligatoire contre la grippe? Je ne sais pas. Là, ça n'apparaît pas dedans. La deuxième chose qui nous manque, c'est que il faudra, pour que cette vaccination s'applique, un décret en Conseil d'État.
Je me permets juste sur le premier point. En fait, effectivement, Moderna, BioNTech BioNTech peut-être et Moderna sont en train de le finaliser, cette injection ARN messager grippe. Et en plus, il y a un autre problème, c'est qu'il est possible que dans un futur assez proche, on n'ait plus le choix et qu'on soit uniquement en vaccin combiné ARN messager grippe-Covid. Comme aujourd'hui, c'est déjà le cas pour des vaccins qui existent qui sont groupés par 3, par exemple, ROR, par exemple. Eh bien, on risque d'avoir très rapidement, en fait, une injection unique grippe-Covid, ce qui poserait encore un autre sujet. C'est-à-dire que là, vous seriez en même temps dans l'obligation Covid en même temps que l'obligation grippe. Tout à fait. Alors là, pour l'instant, ça n'apparaît pas dans le projet de loi, mais non, j'ai bien mais compris, si on n'a plus le c'est choix technologiquement, comment on fera? bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, c'est un pied dans la porte, hein. Ça, c'est clair, c'est un pied dans la porte et dans cette direction que vous décrivez. Mais dans le projet de loi, là, pour le moment, on ne voit pas apparaître ces Non, informations. pour l'instant, non. C'est vrai. Alors, Ça, le deuxième point, c'était le décret. ça, c'était donc le premier point sur quel type de vaccin. Deuxième point, donc, il faudra, pour que cette vaccination s'applique, un décret en Conseil d'État. Je rappelle, on va faire une toute petite comparaison sur ce qui avait été fait pendant la crise sanitaire. Il y avait donc la loi du 5 août 2021, cette loi affreuse, infamante, qui avait mis en place le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Donc, je pense que tout le monde s'en rappelle très bien. Et ce qui nous intéressait beaucoup, c'était les décrets d'application qui ont été pris, notamment les 2 décrets du 7 août 2021, lesquels prévoyaient dans l'application concrète de quelle manière vous pouviez avoir un certificat de rétablissement, combien de doses il fallait pour satisfaire l'obligation vaccinale, quelles étaient les contre-indications que vous pouviez avoir pour remplir d'une certaine manière la satisfaction à l'obligation vaccinale, puisque je le rappelle, c'est vieux, mais c'est quand même intéressant. Pour satisfaire à l'obligation vaccinale, il vous fallait soit le certificat de vaccination avec le schéma vaccinal complet, soit le certificat de rétablissement, c'est-à-dire vous êtes contaminé, vous vous faites prélever de manière nasopharyngée ou autre, puisque, je le rappelle, mais le décret n'imposait pas le nasopharyngé, hein. La technique de prélèvement nasopharyngé avait uniquement pour but de martyriser la population qui refusait d'être vaccinée, hein. Mais aucun texte n'imposait le prélèvement nasopharyngé. Donc ça, c'est quand même bien de le savoir, comme quoi vous avez les textes, puis après vous avez la pratique. Ouais, c'est vrai. Et la troisième chose, vous aviez les contre-indications médicales, hein, et vous vous rappelez, à l'époque, c'était complété par un arrêté qui vous fixait la liste des contre-indications, alors que, c'est quand même assez drôle, on vous dit quelles sont les contre-indications sur un produit qu'on est en train de tester en temps réel. Donc c'est assez marrant, parce que là, on comprend tout de suite qu'on n'est pas du tout en train de faire de la science. Si on faisait de la science, on renverrait au médecin le soin d'apprécier au cas par cas si dans la situation dans laquelle se trouve leur patient, il y a une contre-indication ou non. Voilà. C'est comme ça que ça devrait se passer en temps normal. On s'est aperçu pendant la crise sanitaire, c'était pas la science qui dominait, c'était le ministre de la Santé qui déterminait quelles étaient les contre-indications, et donc ça démontre bien l'état d'esprit finalement de cette logique que fut la crise sanitaire. Donc la question, je fais ce parallèle et je reviens sur notre deuxième point. La question, c'est quels seront les décrets qui seront pris, puisque ces décrets pourraient tout à fait mettre en place 2 choses. Tout d'abord, il pourrait vous dire si c'est un vaccin, 2 vaccins, enfin 1 dose, 2 doses, 3 doses. Il pourrait. Ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a aucune information. La deuxième chose, il pourrait vous dire quel sera le type de vaccin qui sera utilisé. Donc ça, c'est quand même aussi important. Et la troisième chose, ils pourront vous dire quelles seront les conséquences en cas de non-vaccination. Parce que c'est ça le plus important et ce qui va nous retenir, c'est qu'est-ce qui se passe si vous refusez la vaccination obligatoire. S'il n'y a pas de conséquences particulières, bah, tant mieux, la vie continue, c'est obligatoire, mais vous ne la voulez pas, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, sur ce type de situation, il y a 2 choses qui peuvent se mettre en place. Pour les résidents, puisque cette vaccination, elle concerne 2 types de catégories de population, il y a les soignants qui interviennent dans les EHPAD et dans les maisons médicalisées, et puis vous avez les résidents qui sont dans ces établissements. Donc ces 2 populations, il peut y avoir 2 conséquences. Et les soignants aussi, même en dehors des EHPAD, non? Alors pour l'instant, ça vise principalement ce type d'établissement, et puis il y a effectivement les établissements mentionnés à l'article L313. Ouais, c'est ça. Il y a plus que les EHPAD pour les soignants. C'est un peu plus large, mais j'ai simplifié. Mais oui, bien sûr. Vous avez raison d'être précis là-dessus. Donc il peut y avoir 2 choses. Quand vous êtes un agent ou un salarié,
vous ne remplissez pas une obligation vaccinale qui donc là vient s'ajouter, ce qui se passe, c'est qu'on vous met sur d'autres missions. Si on ne peut pas vous mettre sur d'autres missions, dans ce cas-là, on tombe sur l'application soit du droit du travail, soit du droit de la fonction publique. Droit de la fonction publique, on doit essayer de vous trouver un autre poste. Si on ne vous en trouve pas, eh bien, dans ce cas-là, ça peut avoir des conséquences, mais c'est indirect, d'accord? Quand vous êtes un salarié, vous devez évidemment obéir aux injonctions de votre employeur, mais si vous ne vous faites pas vacciner, on doit essayer, pareil, de vous reclasser, de vous mettre sur un autre poste où vous n'êtes pas forcément en contact direct avec la population. Bon, ça a déjà existé dans le passé, ça fonctionne très bien, on n'en arrive pas de telles extrémités comme durant la loi du 5 août 2021. Pour les personnels, donc les personnes qui résident dans ces établissements, pareil, on peut soit leur imposer, par exemple, en conséquence, d'être confinés ou peut-être de ne pas avoir accès à certains lieux publics avec plus ou moins de restrictions. Mais je rappelle quand même une chose importante. Depuis la loi du 5 août 2021, on a instauré un précédent, un dangereux précédent qui a été de dire c'est tout à fait légal de suspendre sans aucune rémunération des personnels soignants qui refuseraient un produit expérimental et c'est tout à fait légal de confiner, d'isoler une population lorsqu'il y a des raisons de santé publique. Cette loi du 5 août, elle existe toujours. Elle n'a jamais été abrogée. Je rappelle d'ailleurs qu'on a eu le plaisir de pouvoir intervenir au Sénat en disant aux sénateurs la balle est dans votre camp. Vous avez aujourd'hui la possibilité de voter l'abrogation de cette obligation vaccinale qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale. À ce jour, elle est toujours déposée sur leur bureau. Il ne semble pas que ce soit un sujet qui les intéresse outre mesure. C'est bien dommage parce que là, clairement, cette loi du 5 août, elle va donner du grain à moudre pour qu'on puisse mettre en place, à mon sens, des décrets d'application qui vont avoir pour effet et pour conséquence des résultats très similaires à ce qui a été fait durant la crise sanitaire. Puisque je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'ignore pas qu'il a parmi les soignants une catégorie de Gaulois réfractaires, comme j'aime bien les appeler, et qui sont aujourd'hui un peu cette catégorie de soignants qui refusent d'obéir aveuglément à une médecine qui serait une sorte de nouvelle religion à laquelle on serait tous contraints et forcés d'adhérer, de croire, et que, évidemment, ils ont compris qu'il était possible d'avoir des soignants qui pouvaient résister, par exemple, pendant 20 mois de suspension. Je rappelle que si on prend les débats parlementaires de la loi du 5 août 2021, on voit bien qu'ils sont vraiment sur une autre planète. Ils sont sur une autre planète parce qu'à aucun moment, ils n'ont envisagé, ils n'ont évoqué la possibilité, ô combien incongrue pour eux, qu'un soignant puisse refuser une vaccination. Ça, pour eux, ce n'était pas possible parce qu'ils considéraient qu'à partir du moment où ils vous mettaient le couteau sous la gorge et qu'ils vous faisaient un bras dans le dos, vous étiez dans une situation où vous ne pouviez pas économiquement, socialement, professionnellement refuser cette vaccination. Grand mal leur en a pris puisque, évidemment, aujourd'hui, vous le savez, mon cher Florian, j'ai le plaisir et l'honneur de représenter un peu plus de 400 soignants qui ont été suspendus et qui cherchent aujourd'hui à obtenir des réponses et des condamnations à la fois de leurs employeurs et de l'État, mais également, on sait que parmi l'ensemble des soignants, salariés, agents publics et libéraux qui ont été suspendus, c'est plus de 12 000 personnes qui ont été concernées par cette obligation vaccinale, sachant que, qui ont été concernées et qui ont refusé de satisfaire à cette obligation vaccinale. Donc c'est quand même énorme. Et dedans, le gouvernement lui-même ne sait pas ceux qui ont triché, ceux qui se sont réorientés professionnellement et ceux qui qui ont arrêté leur activité, soit en se mettant à la retraite, soit en partant sur une réorientation professionnelle. Donc c'est vraiment juste la phase émergée de l'iceberg. On pense que les conséquences de cette vaccination obligatoire, elles ont été désastreuses et on n'a finalement quasiment aucune idée puisqu'on n'a jamais pu mesurer tout ça. Donc ce projet de loi, moi, il me fait peur en tant qu'avocat dans le sens où j'ai peur qu'on ressorte les mêmes éléments juridiques que ceux de la crise sanitaire, puisque aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas eu encore de condamnation de la France à ce titre. Vous savez que je bataille durement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je sais ce que nous en pensons tous les deux, mais aujourd'hui, cette juridiction pourrait nous être favorable. Donc, évidemment, oui, vous êtes pragmatique. Il faut l'activer. Il faut l'activer. Vous êtes pragmatique en utilisant des armes qu'on a à notre disposition, je le comprends bien. Par exemple, alors, si on vous écoute, imaginons un ancien en EHPAD qui refuse, c'est bien son droit, cette vaccination qui deviendrait obligatoire pour lui.
Et je parle même pas simplement donc des soignants qui travaillent, hein, mais un ancien qui refuse et qui serait alors peut-être alors soit isolé effectivement, ce qui est quand même terrible, soit interdit d'EHPAD. On lui donnerait pas l'accès à l'EHPAD, il se débrouille. Il y a même des directeurs d'établissement qui ont posé la question dans la presse. J'ai lu des articles l'autre jour, doit-on les vacciner de force? Alors là, on imagine l'horreur. Ouais. Ceci dit, est-ce que dans ce cas-là, cette personne ou sa famille pourrait, est-ce qu'on pourrait les aider? Est-ce que si par malheur la loi passe, hein, on est déjà dans cette perspective, il faut toujours imaginer les choses parce qu'il faut s'y préparer. Est-ce que dans ce cas-là, vous comme avocat, nous comme mouvement politique, on pourrait devant les tribunaux essayer de les aider parce qu'il y aurait des conséquences extrêmement concrètes pour le coup là? Bien sûr. Bien sûr, non, c'est une question extrêmement intéressante. Je vais rappeler l'état du droit et je vais rappeler les éléments qui aujourd'hui sont encore en débat et qui pourraient nous être utiles. L'état du droit, c'est que depuis 2015, le Conseil constitutionnel a été très clair. La vaccination obligatoire, c'est un choix politique qui ne relève pas de sa compétence et qui n'a pas à apprécier. D'accord? En d'autres termes, les États peuvent librement décider ou non de mettre en place des vaccinations obligatoires. Alors en France, on est un peu les champions du monde, hein, puisqu'on a quand même plus de 15 vaccins obligatoires pour les enfants. C'est quand même, bon, ça fait, c'est un autre sujet, mais bon, ça fait beaucoup. Ouais. c'est quand même beaucoup. Hein. Et on a évidemment été parmi les pays les plus restrictifs pendant la crise sanitaire. On compare souvent la France avec la législation qu'il y avait à Saint-Marin. Saint-Marin avait également mis en place une vaccination obligatoire avec une suspension sans rémunération, mais si vous lisez la dernière décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur Saint-Marin, Saint-Marin proposait quand même une solution alternative. Si vous étiez suspendu, vous pouviez travailler dans certains postes pour lesquels vous aviez une rémunération qui était moindre et qui pouvait, dans certains cas, entraîner effectivement une perte de revenus. On n'a quand même rien à voir avec la France où là, vous travaillez, vous n'aviez aucun revenu, pas d'aide sociale, pas de RSA, pas d'allocation de retour à l'emploi. Enfin, c'était quand même, on a été vraiment les champions du monde dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, 2015, Conseil constitutionnel nous dit vaccination obligatoire, il n'y a rien à attendre d'un contentieux, par exemple, devant le Conseil constitutionnel. Là, déjà, cette voie-là, elle est fermée. En 2018, le Conseil d'État s'est prononcé sur les vaccinations obligatoires. Rappelez-vous, Martine Venner en avait parlé sur ma chaîne YouTube. Elle avait dit qu'elle avait voté sur l'extension des vaccins obligatoires pour les enfants, notamment en considérant que on allait passer de 3 vaccins obligatoires à 11 vaccins. À l'époque, la motivation de ce projet de loi avait été mise en avant en disant on va temporairement étendre les vaccinations obligatoires, on va améliorer la couverture vaccinale des enfants, et puis une fois que la couverture vaccinale aura été améliorée, on reviendra au régime antérieur. Elle le reconnaît elle-même. Grand mal lui en a pris, puisqu'elle me dit, une fois qu'on avait voté l'extension des vaccinations obligatoires, il n'y avait pas de retour en arrière qui était prévu. Bien sûr, bien sûr. Même si elle avait dit, je l'ai voté en pensant qu'on allait revenir en arrière. Bon, elle était à l'époque, pardonnons-lui, hein, elle était effectivement jeune en matière politique. Elle a rapidement. Non, on la salue bien, Martine, on la salue bien. Elle a fait une petite erreur, elle pouvait pas. Bon, voilà, c'était une erreur de naïveté. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid. La parole politique, évidemment. Bon. Mais en tous les cas, c'est comme cette loi. Cette loi, moi, on parle du pied dans la porte. Je suis persuadé que si on accepte ça, si ça passe, ils iront plus loin. Banalisation de l'obligation, c'est ce qu'ils ont dit. Hein, c'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Tout à fait. Mais c'est clairement dans ce sens qu'on va, parce qu'aujourd'hui, il va passer de 11 vaccins à 15 vaccins. Je crois même qu'il y en a 18, puisque. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde se sente concerné. Ça concerne tout le monde, de fait. Oui, mais je partage totalement votre avis. C'est aujourd'hui, clairement, les soignants suspendus, c'est la première catégorie de citoyens qui ont été suspendus. Mais il y en aura d'autres. Je pense qu'on aura l'occasion un peu au cours de l'émission d'en parler. Il y a le sujet de la monnaie numérique qui, à mon avis, sera la manière de mettre en place une suspension d'un citoyen. Bon, on verra si on a le temps d'en discuter, mais pour moi, en tant qu'avocat, je suis assez inquiet. On revient sur notre sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre du Conseil d'État? Le Conseil d'État nous a dit en 2018, justement sur les décrets d'application de l'extension des vaccins infantiles, qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. On pouvait mettre en place des vaccinations obligatoires supplémentaires pour les enfants au nom de la santé publique. Je rappelle quand même que, certes, vaccination obligatoire, mais à l'époque, vous aviez toujours l'instruction en famille. Vous pouviez décider de ne pas instruire votre enfant dans un établissement scolaire. Vous le déclariez auprès de l'administration, et si vous remplissiez les conditions et satisfaisiez
à l'acquisition du socle commun avec vos enfants, eh bien, vos enfants pouvaient bénéficier de l'IEF. Ce qui fait que si vous ne vacciniez pas vos enfants, bah, la conséquence principale, c'est le refus d'inscription dans les crèches et les établissements scolaires. Donc vous échappiez finalement à ces conséquences-là. Depuis 2021, ça a changé, vous le savez, mon cher Florian, j'accompagne chaque année des dizaines de parents partout en France qui se retrouvent dans l'illégalité puisqu'ils sollicitent l'IEF et que même si parfois, enfin même si dans certains des cas, ils ont déjà bénéficié de l'IEF pendant de très nombreuses années et que c'est exactement le même dossier, pour des raisons qu'on ignore, on ne sait pas qui sont, ce que font l'administration, ce que font ces gens, s'ils lisent les dossiers, et ben, parfois vous avez des refus qui sont totalement stéréotypés, sans aucune motivation, et après derrière vous devez aller batailler en justice. C'est un no man's land juridique, puisqu'aujourd'hui les parents en fait ne sollicitent même plus l'autorisation et finalement ils le font quand même. Donc ça amoindrit la force de la loi, ça empêche finalement de lutter contre les effets pervers de l'IEF, puisque parfois, évidemment, il y a du séparatisme religieux qui peut avoir lieu grâce à l'IEF, et que le but de cette loi, c'était celle-ci, c'était de lutter contre l'éducation en vase clos de djihadistes en puissance qui pouvaient vivre à l'ombre de la République jusqu'à leur majorité en échappant à tout contrôle de l'école. C'était ça au début, la loi. C'était pas de venir dit, ouais. les bonbons des parents qui respectaient la loi et qui éduquaient leurs enfants à la maison. Donc, clairement, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'IEF. Et surtout, on a étendu très largement les vaccinations obligatoires, si bien qu'on peut se poser la question de savoir si la décision de 2018 serait toujours adaptée. Ça, c'est la première question. La troisième chose, c'est que nous n'avons toujours pas de décision sur la question de savoir si une suspension sans aucune rémunération assortie de toutes les conséquences d'un refus de vaccination, c'est légal. Pourquoi on ne le sait pas aujourd'hui? Parce que le Conseil d'État avait dit c'était OK, le Conseil constitutionnel a dit c'est OK, la Cour de cassation a dit c'est OK, mais aujourd'hui, il y a une juridiction qui est au-dessus de toutes celles-ci et qui, elle, en 2021, a dit que la vaccination obligatoire devait quand même respecter un certain nombre de critères. Parmi ces critères, je vous ai écrit un article juridique, je vous l'ai envoyé, je ne sais pas si on mettra en lien dans la description, mais ceux qui ont la curiosité, vous pouvez taper sur Internet, vous retrouverez mon analyse sur la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, en 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a fixé une sorte de grille de lecture sur comment on fait, quand on est un État qui mettait en place une obligation vaccinale, comment on fait pour respecter l'article 8 de la CEDH, qui est le droit à la vie privée et familiale. C'est au nom de ce droit que vous pouvez refuser un traitement médical. C'est un droit qui est très large, puisqu'on peut même refuser un traitement médical, même si le refus peut entraîner la mort. Donc ça va très très loin. Eh bien, en 2021, en avril 2021, juste avant l'obligation vaccinale, la Cour européenne des droits de l'homme nous donne une grille de lecture et nous dit qu'il faut respecter ces 5 conditions si vous voulez être dans les clous. Première condition, il faut que vous vacciniez avec des vaccins traditionnels. D'accord? Donc déjà, vous oubliez les nouvelles technologies. La deuxième chose, il faut que les inconvénients que vous connaissez, puisque c'est un vaccin qui est connu et reconnu, soient largement en faveur des avantages. Okay. Troisième condition, il faut qu'on soit en train de lutter contre une maladie mortelle. Donc, ne nous instaurez pas des vaccinations obligatoires sur des maladies qui n'ont pas d'effet particulier ou très rarement, voilà, qui peuvent toucher une très toute petite partie de la catégorie de la population. Quatrièmement, vous n'allez pas attraper les gens physiquement et les injecter de force. Je rappelle que vaccination obligatoire, c'est différent d'une injection forcée. Ceux qui faisaient des injections forcées, vous vous rappelez, c'était les nazis. D'accord? Donc on a dit à partir de 45 que c'était pas bien. Donc si on dit que c'est pas bien en 45, il n'y a aucune raison qu'en 2025, on considère que ce soit un mécanisme légitime. Et la cinquième des conditions, il faut que si vous refusiez la vaccination, ça ne doit pas avoir des conséquences disproportionnées. Dans l'affaire de la CEDH, elle avait considéré qu'il n'y avait pas de conséquences disproportionnées parce qu'il s'agissait d'une amende de 200 €. Voilà. Donc c'est juste, ça nous donne une grille de lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette décision de la CEDH, qui aujourd'hui pourrait tout à fait condamner la France au nom de la loi du 5 août 2021, pourrait demain constituer un arsenal juridique extrêmement percutant et pertinent contre cette loi. Donc vous voyez que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça peut avoir des répercussions sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc il y aura des recours quand même possibles si jamais ça passait. Et s'ils allaient trop loin, évidemment là on utilise ce qu'on a sous la main,
la CEDH, mais dans un monde normal, on aurait un état de droit en France et des principes de liberté qui seraient de nouveau appliqués. On devrait normalement avoir cette jurisprudence très clairement déjà de la part du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Bon. En tout cas, nous, c'est notre grille de lecture, c'est cette décision de la C'est CEDH. très logique. S'ils appliquaient ne serait-ce que la Constitution, ils devraient déjà appliquer ça. Mais bon, ils ne le font plus. Donc, en tous les cas, c'est pas sans recours. Quand on voit le MEDEF qui demande l'extension à tous les salariés de cette obligation, est-ce que là aussi, ça vous paraît possible? La loi, il n'y a pas de restriction du tout. C'est-à-dire que vous avez dit le Conseil constitue en 2015 et le Conseil d'État en 2018, c'est ça. On dit que l'obligation était possible, mais il n'y a pas de restriction sur la masse de la population. Ça peut être pour tout le monde. On pourrait tout à fait, enfin, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien qui vous interdit de mettre en place cette vaccination. Y compris si c'est tous les salariés. L'intégralité de la population, il n'y a rien qui vous l'interdirait. Attention, la position de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous fixe quand même une position, je trouve, raisonnable, c'est-à-dire il faut que ça soit quand même cadré. Donc si on respecte la position de la Cour européenne des droits de l'homme, à mon sens, en tant qu'homme de loi, moi je considère que les vaccinations obligatoires devraient être extrêmement limitées, vraiment très concises, sur les vaccinations traditionnelles, des maladies extrêmement mortelles, très contagieuses. Ça doit être cantonné à ça. Maintenant, vous avez compris, avec la loi du 5 août 2021, on a mis le pied dans la porte, on a ouvert la boîte de Pandore, et aujourd'hui, je vois mal ce qui pourrait empêcher, avec une bonne propagande bien ficelée, de créer finalement cette nouvelle religion que serait la science, à laquelle il faudrait absolument et impérativement croire, et qui conduirait à décider qu'on pourrait vacciner toute la population générale, et que si elle le refuse, dans ce cas-là, on peut leur priver, on peut leur désactiver leur liberté fondamentale. C'est ce type de société contre lequel vous et moi, nous sommes en train de lutter. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on en reparlera quand on parlera dans un instant de Macron qui lutte contre la liberté d'expression, parce qu'on peut imaginer la même désactivation, les mêmes armes, en fait, pour punir ceux qui utilisent mal leur liberté d'expression ou leurs réseaux sociaux, par exemple. On va en parler dans un instant, identité euronumérique, ça sera lié. Donc, d'accord, donc là-dessus, c'est intéressant de savoir qu'a priori, il n'y a pas de restriction, mais qu'ensuite, on peut agir plus a posteriori, éventuellement. Enfin, le but, c'est quand même d'agir aussi a priori. Il faudra voir ce que les décrets prévoient. Là, aujourd'hui, si voilà. la loi, bon, ça n'a pas l'air, en tout cas, d'être extrêmement coercitif. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'elles sont... C'est flou, quoi, pour l'instant. Bon, c'est flou. Et alors, j'avais une petite question annexe, parce qu'a été interviewé sur BFM il y a quelques jours le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a déclaré que désormais, c'était à toute fin de son interview, le Conseil avait pris la décision de poursuivre systématiquement devant les tribunaux toute personne, je cite exactement ce qu'il a dit, toute personne, soignant ou non, qui se rendra coupable de désinformation sur les vaccins. On peut se sentir un tout petit peu visé. Bon, en tout cas, nous. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher, bien sûr qu'ils viennent nous chercher. Mais la question, c'est, est-ce que ça vous semble juridiquement qualifier cette affaire? Poursuivre quelqu'un pour désinformation sur les vaccins, ça recouvre quelque chose dans la loi, ça? C'est une infraction? Vous savez que fut un temps, on parlait de l'article 4, alors j'ai plus les oui, la loi sur les dérives sectaires. Ouais. Exactement, et donc cette loi aujourd'hui qui est entrée en vigueur dans le code pénal, effectivement, pourrait constituer le socle juridique sur lequel on pourrait être poursuivi. Ouais, j'ai pensé à ça, oui. Ouais. Vous pensez que ce serait ça, donc? Oui, il serait possible, alors après... Mais même quand vous dites, parce que moi j'ai jamais dit dans aucune vidéo, j'ai toujours dit ici je fais pas de médecine, que les gens aillent voir leur médecin, je n'ai jamais dit à quelqu'un de se faire vacciner ou pas se faire vacciner. J'ai toujours dit, nous sur le point de vue des principes politiques, nous luttons pour la liberté, et pour le reste, vos choix individuels, vous allez voir avec votre médecin. Voilà, j'ai jamais dit autre chose. Mais ça, c'est considéré... Cher Florian, vous disposez en tant qu'homme politique d'une liberté d'expression qui est quand même un peu plus importante que le citoyen lambda. Je sais pas, honnêtement, mais bon. Si, je vous le confirme, au nom de la jurisprudence, encore une fois, donne une liberté. Mais ça, vous voyez, ça n'est pas de la désinformation, c'est un principe, c'est un combat politique pour la liberté. Mais dans leur esprit, je pense que c'est perçu déjà comme de la désinformation. Parce qu'on n'appelle pas à le faire et qu'on n'appelle pas à l'obligation. Vous soulevez un point qui est intéressant, ça s'appelle l'autocensure. C'est-à-dire que quand le président du Conseil national de l'Ordre des médecins dit ça, vous avez une grande partie de la population qui, par principe,
va s'auto-censurer. C'est vrai. C'est le Par but. peur, par risque de représailles et qu'il soit poursuivi devant des juridictions. Moi, vous m'emmenez dans une juridiction, j'ai envie de dire, je vais au bureau, quoi. Voilà, c'est une journée normale dans la vie d'un avocat. Ça ne m'impressionne pas. Voilà. Et à partir du moment où vous respectez la loi, le principe, il est le suivant, c'est d'abord vous parler, ensuite on vous sanctionne. On pourra toujours se défendre en disant que on n'a pas fait de la désinformation. On a, au contraire, discuté du cadre juridique, fait part de nos convictions et des éléments juridiques sur lesquels nous, on s'appuie. Encore une fois, la vaccination est un choix personnel. Moi, en tant qu'avocat, j'aimerais que ça reste un choix personnel et que ce ne soit pas l'État qui décide de ce que vous devez faire de votre corps. Voilà. Mais ça, c'est mes convictions et juridiquement, ça pourrait tout à fait tenir la route. Je rappelle que la France fait partie des très rares États à imposer une vaccination obligatoire. Donc partout dans le monde, c'est le principe, c'est qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire. C'est vrai. C'est intéressant de savoir tout ça. Il ne faut jamais tomber dans l'autocensure. Voilà, c'est un piège aussi. Toutes ces menaces, ce sont des procédures bâillons, en fait, pour essayer de vous empêcher de parler. Et c'est bien de rappeler qu'il y a des armes et qu'il faut les utiliser, à commencer par l'arme de la parole et de l'argumentation. Si on bascule sur le procès qui a eu lieu il y a quelques jours devant le tribunal correctionnel de Paris, Brigitte Macron qui a poursuivi, et son frère, mais il est lui, on ne l'a pas vu, et qui a poursuivi 11, je crois, prévenus, dont 2 un peu plus célèbres que les autres, Aurélien Poisson, dit Zoé Sagan et Bertrand Schuller. Je dis un peu plus célèbre parce qu'il a, je crois, un peu plus de 100 000 abonnés sur X. Mais sinon, vraiment une dizaine, un peu moins de 10 lambda à côté. Vraiment des gens qui avaient parfois 15 abonnés, qui avaient mis 2 tweets. Et qui ont été poursuivis pour cyberharcèlement en vertu de la loi Schiappa de 2018. Alors là, il y a 2 questions que je voudrais vous poser. Y a-t-il détournement volontaire de la loi sur le cyberharcèlement pour lutter contre la liberté d'expression et le droit de la presse ? En fait, le droit de la presse ne permet pas les peines qui sont permises par le cyberharcèlement. Et 2, 10 prévenus, il y a même une personne handicapée à 80%, des gens de tous âges, de tous milieux. On a l'impression qu'ils ont constitué un panel, en fait, pour essayer de faire peur, pour que tout le monde se sente concerné en disant ça pourrait être moi. Là aussi, provoquer l'autocensure, en fait. Est-ce que vous analysez ce procès comme juridiquement sérieux, honnêtement, on aura le rendu en janvier, hein, et comme problématique du point de vue des principes, ou alors Brigitte Macron était dans son bon droit, et voilà. Alors, l'utilisation d'une voie de droit est jamais considérée comme étant du harcèlement. D'accord ? Sauf lorsqu'il y a un abus dans l'utilisation du droit, et donc là, dans ce cas-là, vous êtes sanctionné, c'est les recours abusifs. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait, pour pouvoir se prononcer sur le dossier, et donc dire si c'était justifié ou non, voir quels sont les propos incriminés. Matière de diffamation, matière d'injure, on va analyser les propos, le contexte, et à partir de ce moment-là, on pourra déterminer au cas par cas s'il y a ou non abus dans la liberté d'expression. Je ne suis pas saisi de ces dossiers-là, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui est précisément reproché à ces personnes. Ce qu'on peut déjà dire à ce stade, c'est qu'on a Amandine Roy et d'autres personnes. Oui, je l'ai oublié, pardon, il y a aussi Amandine Roy. J'ai oublié son nom, qui ont été relaxés par la Cour d'appel de Paris. Natacha Ray. C'est ça, Natacha Ray. Et là, Amandine Roy était en plus dans cette procédure aussi. Qui ont été relaxés et qui ont été considérés comme n'ayant pas été les auteurs de diffamation. Pourquoi ? Parce que les propos qui avaient été relevés dans l'émission en question rentraient dans le cadre de la liberté d'expression, du droit à l'information, etc. Là, encore une fois, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est très libérale et qui considère qu'on doit pouvoir parler librement, de manière beaucoup plus large même qu'en France, et que, notamment lorsqu'il s'agit de personnalités politiques, qui sont donc exposées aux médias, et ici, il faut quand même le rappeler, Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont largement joué sur les médias durant la première campagne présidentielle en 2017. Ils ont fait connaître leur histoire d'amour. Et donc, évidemment, dans les propos qui étaient reprochés à Amandine Roy et à Natacha Ray, il y avait notamment la question du détournement de mineurs. Donc, c'était une information qui méritait d'être portée à la connaissance du public et qui s'avérait ne pas être fausse. Donc, à partir de ce moment-là, la Cour d'appel de Paris a considéré qu'il n'y avait pas d'infraction de diffamation.
Ouais. Du débat sur ce sujet-là. Il me semble, mais je crois, j'avais vu passer l'information, que Madame Macron n'avait pas décidé de faire un pourvoi en cassation. Donc j'utilise le conditionnel parce que Si, j'ai elle a fait un ces deux ici. informations contradictoires dans la presse et j'ai pas été Non, vérifié. non, là, pour le coup, là, il y a cassation celui où il y a eu relax en appel. D'accord. Donc il y a eu un recours en cassation. Moi, Oui, j'avais oui, vu on passer attend la l'information. cassation. Mais là, ils n'étaient pas poursuivis en diffamation, ils étaient poursuivis pour cyberharcèlement, hein. Ils étaient, Ah oui, vous avez raison. Donc là, je parle de ce qu'on connaît aujourd'hui. voilà. Donc, sur le cyberharcèlement, là, c'est une autre infraction. On verra ce qui sera décidé. Je ne suis pas dans le dossier, donc j'utilise vraiment toutes les réserves d'usage. Je ne peux pas savoir exactement ce qui a été reproché. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on sait que Mme Macron n'a pas de réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Évidemment, en tant que victime de cyberharcèlement, elle a un peu plus de mal à comprendre dans quelles conditions elle a pu l'être. Et la dernière chose, ça c'est pas juridique, mais c'est une histoire qui n'aurait pas dû en arriver là. Je rappelle que le couple présidentiel a été porté plainte aux États-Unis pour faire taire Candace Owens. Les avocats américains ont dit qu'ils allaient rapporter la preuve biologique que Mme Macron était une femme. Alors, s'ils le font aux États-Unis, j'ai envie de dire pourquoi ils ne l'ont pas fait en France? Parce que ça ne faisait pas un pli, ils fournissaient un bilan sanguin, puis terminé. Ouais. L'histoire, montrer enfin, je sais pas, montrer des photos de famille. Enfin, ça peut tellement s'arrêter et tuer dans l'œuf que je ne comprends pas comment ça a pu prendre une telle ampleur. Donc, pour le cyberharcèlement, on verra, c'est une autre infraction, c'est une autre condition. Moi, je relève que Mme Macron n'a pas voilà, de compte personnel et qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous êtes une femme politique, un homme politique, évidemment que vous êtes évidemment plus victime de cyberharcèlement que le commun des mortels. Et c'est le versant négatif du pouvoir. Vous êtes Oui, bien sûr. enclin à la critique. À partir du Ça- moment où vous êtes quelqu'un de connu et reconnu, évidemment, vous ne pouvez pas faire consensus. Je pense que vous-même, mon cher Florian, le savez mieux que quiconque. Oui, oui, bien sûr. C'est normalement, c'est évident qu'il devrait tolérer une critique. La question, c'est que normalement, la loi de 2018 sur le cyberharcèlement prévoit, pour s'appliquer, qu'il y ait une dégradation de l'état de santé de la personne, physique ou morale, mais ça doit être constaté par un médecin. Or, Brigitte Macron a refusé tout examen médical ou psychiatrique, puisque les deux ont été proposés, et c'est sa fille en fait qui est venue témoigner que son état de santé s'était dégradé. Mais Oui, j'ai vu cette. c'est problématique du point de vue du droit, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vaut comme preuve que votre fille qui vient, normalement il faut un examen médical en bonne et due forme. Enfin, donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de passe-droit là. Et deux, est-ce que, alors quand on a par exemple 1 million de personnes qui tweetent sur le même sujet, et que vous avez 10 personnes qui sont poursuivies en justice, et même pas les 10 plus gros comptes en fait, 10 personnes un peu au hasard, est-ce que ça, c'est quelque chose qui tient la route devant un tribunal ou Moi, comment on justifie ça? je pense que ça fera pas un pli parce que si on commence à ouvrir la voie que, en tant que personnalité politique, on se sent cyberharcelé, bah, en fait, c'est tous les hommes politiques Ben oui, qui bien pourraient être sûr. victimes du cyberharcèlement. Et donc, ça voudrait dire qu'on va faire passer le message qui est le suivant, c'est que vous ne pouvez pas critiquer les hommes politiques, les C'est le hommes et but. les femmes politiques. Parce que s'il y a une dégradation de leurs conditions de santé, on viendra vous chercher. Ça me paraît être une pente extrêmement dangereuse, sur laquelle, à mon sens, les magistrats ne s'aventureront pas. Donc vous êtes plutôt optimiste sur leur relax en fait. Oui, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau pour tenter effectivement de bâillonner en amont tous ceux qui pourraient s'aventurer dans une critique de près ou de loin du genre de Madame Macron. Ouais, c'est intéressant. Vous êtes plutôt optimiste là-dessus et vous avez bien perçu en fait le but réel de la manœuvre, effectivement. Non, c'est intéressant. Alors justement, liberté d'expression. On a vu Macron multiplier en Allemagne début octobre, récemment dans des discours, encore au Brésil, contre ceux qui remettaient en cause le consensus climatiste, etc. Les menaces contre la liberté d'expression, contre les réseaux sociaux qualifiés de lumière noire, les attaques vraiment violentes hein, contre l'information sur les réseaux sociaux, le regret que les gens ne s'informent pas par les médias dits libres et indépendants, c'est-à-dire les médias mainstream. Donc vraiment une charge comme on ne voit aucun autre chef d'État de gouvernement dans le monde faire ça, honnêtement. Lui, c'est une obsession et il s'appuie beaucoup, il espère beaucoup du droit européen, hein, le DSA, le règlement DSA et tout le reste pour faire cela.
Vous me parliez tout à l'heure la possibilité d'utiliser l'euro numérique, l'identité numérique pour activer les censures et les punitions de ceux qui parlent mal. Voilà. Vous pensez que le but, c'est de nous entraîner dans cette société-là, du crédit social, cette multiplication des menaces de Macron, là, ça veut dire quoi en fait? Alors, sur la question des réseaux sociaux, je pense que pour tous ceux qui vous suivent et qui me suivent, il est clair que si notre seule source d'information avait été, durant la crise sanitaire, les médias, Ouais, on était très très mal barré. c'est vrai. Parce que je ne sais pas si vous aviez créé votre chaîne YouTube avant, mais moi je l'ai créée en Ouais. 2001 pour une raison qui est très pragmatique, c'est que j'avais des choses intéressantes à raconter, des choses intéressantes à dire, en tout cas j'estimais qu'elles étaient intéressantes, et que je ne trouvais pas d'oreilles attentives au sein des médias. Je vais vous donner un exemple qui est assez criant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la contestation du port du masque en extérieur, je ne sais pas si ça vous dit quelque Bien chose. sûr. C'est mon premier fait médiatique. C'est la première fois où je suis apparu vraiment dans les médias sur le plan national. D'accord, c'était vous. C'était moi, voilà, Je ne connaissais pas encore. voilà, le fou furieux de Montpellier qui a attaqué le port du masque en extérieur. C'était moi. Je peux vous assurer que ce jour-là, je ne me suis pas fait que des amis et que au sein de mon entourage proche, de mes confrères et des magistrats, j'étais quand même un sérieux complotiste de compétition parce que j'avais osé attaquer une mesure qui à l'époque était incontestable. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on en est revenu. Évidemment qu'on a compris que le port du masque avait uniquement pour objet d'humilier et de soumettre une population à des consignes complètement contradictoires. Prenez votre masque, vous mettez dans votre poche, vous ressortez. Enfin, bon, voilà, fin de l'histoire, fin de la démonstration. On a donc contesté ce port du masque et j'ai fait la une de tous les médias. J'ai été invité sur tous les plateaux télé pendant 3 semaines. C'était un battage médiatique incessant sur le port du masque, le port du masque, le port du masque. Et je m'étais dit, c'est dommage, je les ai contactés il y a 3 mois de cela au sujet de la réouverture des restaurateurs devant le Conseil d'État avec une audience qui était extrêmement importante puisque l'enjeu était de savoir si on pouvait réouvrir les restaurants avant le 2 juin 2020, date à laquelle notre inénarrable Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait décidé qu'il allait réouvrir les restaurants. L'objectif de notre recours était de dire, quand on a un virus qui suit sa propre trajectoire, c'est pas le calendrier politique qui décide à quel moment les mesures restrictives prennent fin. Parce que le Conseil constitutionnel avait dit, si toutes les conditions sont réunies, les mesures restrictives doivent immédiatement prendre fin. Je rappelle que quand je saisis le Conseil d'État, on a réouvert à ce moment-là, le 18 mai, les lieux de culte, avec des arguments qui étaient tout à fait transposables aux restaurateurs. C'était quand même intéressant de savoir si c'était le gouvernement qui décidait à quel moment on allait déconfiner ou s'il y avait encore un état de droit qui s'appliquait et que si les conditions scientifiques et médicales étaient réunies, alors dans ce cas-là, même si le Premier ministre a pris la parole, on pouvait avoir un Conseil d'État qui était capable de pouvoir annuler la décision et faire réouvrir ces restaurants. Ça me paraissait quand même extrêmement important et ça avait des répercussions économiques extrêmement directes et concrètes qui auraient mérité, à mon sens, au moins un petit article dans le journal. Bon, les médias n'ont jamais donné moindre signe de vie sur ce sujet-là, ça ne les intéressait pas. Ils nous disaient simplement, à moi et mes confrères, si jamais vous avez une décision intéressante, faites-nous en part. Bon, ok, très bien. Donc là, j'ai commencé à comprendre que c'était un sujet qui ne les intéressait pas. Le port du masque arrive 3 mois plus tard, on me donne la parole, on m'ouvre tous les bras de tous les médias et je parle du port du masque qui était, je ne vais pas vous mentir, maintenant on est 5 ans plus tard, c'était juste une petite lubie. Ça m'amusait en fait de venir un peu les embêter, les taquiner, puisque je rappelle qu'à l'époque, le port du masque, c'était uniquement à Montpellier, on était une des premières villes à le mettre en place et que je ne pensais pas sérieusement qu'ils allaient l'étendre à tout le territoire, sur tout le département, pendant à peu près 6 mois. Je ne pensais pas qu'ils allaient faire ça. Mais à l'époque, c'était juste pour m'amuser. Et donc, je m'aperçois qu'ils me donnent la parole. C'est là que j'ai compris que les médias, c'était pas l'actualité qui faisait les médias. Ce sont les médias qui décident de l'actualité. Il y a peut-être des informations extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes, qui sont finalement tues. On n'entendra jamais parler. Et je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, on a énormément de médias alternatifs qui ont la possibilité de nous informer parce que, encore une fois, on a une direction de la publication qui décide de ce que nous, citoyens, sommes en droit de consommer ou non. C'est insupportable, à l'aune du 21e siècle, de se dire que nous n'allons pouvoir consommer que l'information qu'on voudra bien nous donner. Donc merci d'avoir des médias alternatifs et heureusement qu'on est capable de s'exprimer sur les réseaux sociaux
Je pense que c'est de cette manière qu'on s'est connus, hein, Bien Florian. sûr, S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas pu créer tout le réseau de résistance et de communication qu'on a mis en place aujourd'hui. bien sûr. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi Emmanuel Macron fait une fixette sur les réseaux sociaux. On est quand même, il faut le rappeler, avec 3 300 milliards de dettes. On ne sait pas comment on va payer la dette pour l'année prochaine. On a encore un déclassement de la dette de la France. On est A+, hein, on est passé de AA- à A+. Donc, je ne sais pas si vous imaginez à quelles conditions tarifaires on va emprunter de la dette et dans quelles conditions l'État va se retrouver. On va se retrouver dans une situation comme en Grèce, où on va là vraiment dégraisser le mammouth. Ça va faire mal, extrêmement mal à tout le monde, hein. Encore une fois, on en sera tous victimes. Et ça va être terrible, parce que ça sera imposé sans aucune conciliation possible. Et là, encore une fois, je rejoins ce que vous dites, hein. À partir du moment où nous ne sommes pas souverains, nous allons devoir appliquer des consignes qui viennent d'en haut. Donc à quoi bon voter ou participer à des élections si ce n'est pas nous qui décidons? Donc c'est terrible la situation dans laquelle on va, et alors que nous sommes dans une situation dramatique, politiquement dramatique, on voit notre président de la République nous parler de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Sans arrêt. C'était la priorité nationale, enfin sincèrement. Où va-t-on? Oui, alors derrière cela, il en appelle à l'Europe. Peut-on imaginer, ou est-ce que ce serait affreusement complotiste de se dire, vous dérapez, entre guillemets, sur votre compte Facebook ou X, alors on va vous couper vous mettre sous restriction pendant 3 mois votre portefeuille d'euros numériques qui pourra être moins librement utilisé parce que vous serez sanctionné, vous aurez des points en moins dans une logique du crédit social. Alors vous n'aurez plus le droit à telle ou telle activité sociale pendant 3 ou 6 mois comme punition sociale, dans un monde qui n'est pas celui encore immédiatement qu'on connaît, mais assez vite, puisque l'euro numérique il vise 2027 puis 2029, et l'identité numérique il vise l'an prochain. Tout ça vient de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut faire les connexions entre les sujets? Alors non seulement il faut les faire, mais il faut les faire rapidement. Ouais, il faut bien comprendre. Ouais. Parce que l'euro numérique n'a de sens que parce que il peut permettre la désactivation des citoyens considérés comme étant dangereux. Ça ne s'explique que par ça. Je rappelle que même les banques ne sont pas favorables à l'euro numérique. Tout à fait. L'euro numérique de banque centrale. Bien sûr. On n'est pas en train de parler des crypto-monnaies. Non, oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. C'est complètement différent. Donc même les banques sont extrêmement inquiètes de ce qui est en train de se tramer, puisque évidemment, ça va vraiment leur casser le business, hein. Ça, c'est évident. Les banques vont souffrir de l'instauration d'une monnaie numérique. Si on instaure une monnaie numérique, dans un monde capitaliste où tout s'achète, bah évidemment, vous contrôlez la population. Si on imagine un événement de type gilet jaune, avec de la monnaie numérique, ça dure une manifestation. Parce qu'à la deuxième manifestation, les quelques têtes qui ont dépassé du troupeau sont immédiatement avec des comptes bancaires qui sont bloqués, et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire. Rappelez-vous le convoi de la liberté au Canada. Trudeau a eu extrêmement chaud aux fesses, et qu'est-ce qui s'est passé pour faire descendre la pression? Ils ont bloqué les comptes bancaires des camionneurs. Ils ont été, et d'ailleurs, les citoyens sont venus un peu les sauver avec des bitcoins. Tout à fait. Donc ça veut dire que ça existe déjà. Enfin, c'est possible. Totalement. Donc si c'est possible, ça va se passer. C'est ça qu'il faut se dire. L'euro numérique, si vous permettez donc à l'État de pouvoir finalement avoir la main mise sur tout ce que vous dépensez, tout ce que vous recevez, et donc toute votre vie privée, à partir de ce moment-là, c'est plus vous qui décidez. Parce que si vous devenez dangereux pour X ou Y raison, évidemment, ben, on vous bloque. C'est terminé. C'est juste un bouton sur lequel on appuie. Puis fin de l'histoire, vous ne pouvez plus consommer, vous ne pouvez plus rien acheter, vous ne pouvez plus rien faire. Ça existe déjà, d'accord, hein, les représailles bancaires pour des raisons politiques, ça existe déjà. On a déjà eu des politiques qui ont subi d'ailleurs les désagréments de comptes bancaires qui sont soldés du jour au lendemain. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais... Nous, sur nos prestataires de carte bleue, oui, on a eu des problèmes, hein, tout récemment. Donc ça existe déjà, et je rappelle que Trump aujourd'hui est en train justement de se battre contre ça en disant que c'est pas normal qu'il y ait des représailles pour des raisons politiques. Donc si ça existe déjà, vous imaginez très bien qu'avec un euro numérique, il n'y aura plus aucune difficulté, ça sera vraiment très décontracté, vous allez pouvoir vraiment bloquer les citoyens. Et dans la vie courante de tous les jours, qu'est-ce que ça va impliquer l'euro numérique? Ça va impliquer qu'on va pouvoir conditionner dans le temps la validité de votre argent.
On va pouvoir accorder des montants pour certains types de dépenses. On va pouvoir empêcher, limiter, restreindre certains achats. Je vous rappelle qu'en ce moment, ils sont en train de bloquer la plateforme Chine, alors pour des raisons plus ou moins, aucun problème, hein. Encore une fois, si vous encouragez la pédocriminalité, j'ai aucun souci avec ça, mais c'est pour dire qu'on peut considérer demain que tous les achats sur des plateformes chinoises, par exemple, sont des achats qui sont contraires à l'intérêt général pour X ou Y raison, hein. Ce sera un choix politique, et vous bloquez, vous appuyez sur un bouton et tout le monde se retrouve bloqué. Je rappelle quand même, en Chine, on peut peut-être faire un petit aparté, hein. Le succès de Chine, c'est quoi? C'est que les gens sont pauvres et qu'ils ont besoin de s'habiller. C'est tout. C'est juste la traduction c'est ça, bien sûr, très concrète de l'appauvrissement de la population française. C'est évident. Non, c'est évident. Donc l'euro numérique, oui, c'est ça. Mais là, quand vous dites quelqu'un qui n'obéit pas, ou vous preniez l'exemple tout à l'heure de la personne qui ne veut pas se faire vacciner, on va utiliser l'euro numérique contre lui, on est dans l'extra-légal. C'est-à-dire que c'est quand même pas légal, en fait, de faire ça. Alors, qu'est-ce qui est légal, mon cher Florent? Normalement, ce qui est écrit dans la loi ou dans un décret ou quelque part. Tout à fait, vous avez tout compris. Voilà. Donc, qui écrit la loi ou le décret? Oui, mais là, on voit bien qu'on est sur la. Quand Trudeau coupe les comptes en banque des manifestants, il fait des choses. Alors, illégal, en fait, il a habillé ça parce qu'il les a d'abord qualifiés de terroristes pour que ça rentre dans la loi antiterroriste. Mais ensuite, vous savez qu'il a perdu un an plus tard devant les tribunaux, parce que sa décision de les qualifier comme terroristes a été attaquée devant les tribunaux, il a été condamné pour ça. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il y a trois façons de rendre quelque chose légal. Je dis ça parce que ça montre qu'il faut quand même toujours se défendre. Toujours se battre. Mais de toute façon, ce qui sert à rien, c'est de rien faire. Oui, on est d'accord. C'est important de le dire, parce que les gens sinon peuvent se dire qu'il n'y a pas d'issue. Il y a toujours une issue. Non, il faut tenir le droit. C'est impératif de tenir le droit pour nous et pour les autres. Parce que, évidemment, si vous permettez qu'on puisse faire ce genre de choses, alors vous ouvrez un précédent et on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La loi du 5 août 2021 n'aurait jamais dû prospérer. Et aujourd'hui, cette même loi pourra entraîner une vaccination obligatoire de la grippe dans les conditions assez similaires à celles de la Covid-19. Donc, attention à ce genre de choses. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, il y a trois manières de rendre quelque chose légal. La première des manières, c'est faire Trudeau. Vous prenez une règle de droit, vous la détournez. Et puis, le principe d'un état de droit, c'est que vous appliquez d'abord la loi, puis vous la contestez après. Donc, vous privez tout de suite de revenus les camionneurs et vous dites que ce sont les terroristes. Et après, devant les tribunaux, vous perdez. Bon, ça leur fait une belle jambe, mais en attendant, vous avez cassé dans l'œuf la rébellion qui était en train de naître. La deuxième manière, vous écrivez une loi. La loi du 5 août 2021. S'il n'y a pas de loi du 5 août 2021, une distinction faite sur un motif de santé est une discrimination. D'accord. Donc c'est une infraction pénale. La troisième chose, vous inventez des règles au fur et à mesure que vous en avez besoin. Par exemple, la crise sanitaire, c'est par voie de décret que vous instaurez un confinement. Évidemment, ça n'existe pas, c'est pas possible. Il faut que vous preniez une loi. C'est pas grave, vous la faites intervenir plus tard. Vous confinez tout le monde dès le 17 mars, et puis ce n'est que le 23 mars que vous votez la loi d'état d'urgence sanitaire. Voilà. Donc, finalement, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas le droit qui cadre le pouvoir politique. C'est le droit est un outil entre les mains du pouvoir politique. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant, ce qui veut bien dire que la base du combat, le fond du combat, il sera politique, au sens réel du terme. Briser toutes ces chaînes, rappeler des principes, mais ce qui n'empêche qu'il est tout à fait nécessaire de porter ce combat politique devant les tribunaux, en attendant. Je reprends un propos qui avait été dit par un de nos confrères, un de nos brillants confrères, Correctem, qui a été un des avocats qui avait annulé notamment les passes sanitaires dans les centres commerciaux. Ce dernier avait dit, si les avocats n'avaient pas combattu farouchement toutes les mesures qui étaient prises pendant la crise sanitaire, les restrictions de toutes nos libertés fondamentales auraient été beaucoup plus sévères. Évident. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que si nous n'avions pas ferraillé comme nous l'avons fait avec tous nos confrères, clairement, ça aurait été une avalanche de restrictions de liberté, toutes plus farfelues les unes que les autres. Je rappelle quand même que ces gouvernements craignent les avocats comme moi, comme notre confrère Divisio, Brusa, parce qu'ils savent qu'on va venir les chercher et qu'on finalement on n'a pas de compte à rendre. Le grand avantage, je parle pour moi parce que je connais mon activité, mais j'ai pas de commune, de collectivité, de marché public qui conditionne la rentabilité de mon cabinet. Mon cabinet, finalement, c'est une entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la contestation de ces restrictions de liberté ne pourra pas venir de gros cabinets structurés.
Pourquoi? Parce que ces gros cabinets ont des conflits, ne sont pas si libres et indépendants. Ils ont des gros contrats avec l'État ou avec... ouais. Ils ont des marchés publics, il y a des collectivités, ils ont aussi des grosses entreprises qui parfois ont intérêt à ce qu'on ne fasse pas trop de vagues. Bien sûr. Encore une fois, si vous avez une grosse entreprise dans votre portefeuille de clients, bon, s'il commence à voir que son avocat favori est en train d'être traité de complotiste sur le télé, bon, il va mettre fin à l'aventure avec vous assez rapidement. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas de compte à rendre. Je n'appartiens à aucune loge, je ne n'adhère à aucune secte, je n'adhère à aucun parti politique, je suis parfaitement libre. Moi, je ne me fâcherai avec personne, puisque de toute manière, je suis finalement personne. Et ça, c'est ma grande liberté, et c'est vraiment ça sur lequel j'ai envie de travailler, c'est que si demain, on a une nouvelle crise sanitaire, une nouvelle crise économique, une nouvelle crise politique, mon enjeu depuis 2020, je l'ai compris, c'est de structurer un cabinet qui soit suffisamment libre et indépendant pour pouvoir être un fer de lance dans la contestation. En 2020, on m'a pris de court. Je n'étais pas du tout structuré, j'étais tout seul. En 2021, j'étais clairement encore sous-staffé par rapport à l'enjeu qui était en train de se jouer. Aujourd'hui, je suis en train de me préparer à la prochaine crise parce que, mon cher Florian, si demain on a des restrictions de liberté qui déferlent sur nous, il va falloir réagir et il va falloir réagir rapidement et efficacement. Donc ça, on est, nous, comme mouvement politique, exactement sur cette philosophie-là, hein, c'est-à-dire être prêt, être dans l'action et toujours considérer que, effectivement, la seule manière d'être sûr qu'on va perdre, c'est de ne rien faire. Voilà. Et ça, c'est important de le dire et de le redire, parce qu'il y a parfois un état d'esprit un petit peu nihiliste qui s'installe, ou désespéré, de gens qui ne croient plus en grand-chose et qui finalement pourraient se laisser aller ou se laisser faire parce qu'ils ne croient plus au combat. S'il n'y avait pas eu tous ces combats, les nôtres, les vôtres, tout ce qui a été fait, on n'en serait pas là. On serait dans une situation bien pire. On nous aurait recollé chaque hiver à minima des masques obligatoires dans les transports, à l'école. J'en suis absolument persuadé. Donc il faut batailler. Et effectivement, je reviens au sujet de la liberté sur les réseaux sociaux. On n'aurait pas parlé, par exemple, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, de l'article 20 du PLFSS sur cette vaccination obligatoire. Puisque les médias n'avaient pas prévu d'en parler. Ils en ont parlé à partir du moment où on en a parlé pour essayer de faire des articles de débunkage. Mais n'empêche qu'en faisant ça, ils propagent l'information. Ils poussent les gens à s'y intéresser. Voilà, mais vraiment, malgré eux, mais c'est intéressant. Voilà, en tous les cas, vous pouvez rappeler l'adresse de votre site, on le mettra en lien, mais c'est guyon-avocat.fr, avocat au singulier. Vous avez évoqué tout à l'heure Guyon, normalement vous tombez sur... Voilà, parce que vous avez évoqué un article tout à l'heure qui est intéressant. Et vos réseaux sociaux, moi je vous connais sur X et YouTube, hein. D'ailleurs, je pense que X doit peut-être me shadowban. J'ai l'impression que je ne suis plus du tout visible. Je publie. Non, mais X, en ce moment, il y a des pertes d'abonnés. D'accord. Bon, la nuit, je ne sais pas ce qu'ils font. Non, c'est X, l'algorithme est compliqué en ce moment, mais tout le monde le dit. Hein, d'accord. Donc, c'est pas un ressenti personnel. Je ne me sentais pas stigmatisé, mais je me suis dit, c'est vrai que mes tweets ont beaucoup moins de portée qu'ils en avaient auparavant. Honnêtement, beaucoup de monde dit ça en ce moment. Je pense qu'ils ont fait un truc, ils ont changé l'algorithme, on verra bien, que ça se répare, mais X, pour l'instant, est un petit peu compliqué. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même y aller et suivre, et vous suivre et suivre tous les comptes importants de la résistance. Voilà, on va en rester là. Un grand merci, cher David Guyon, cher Maître Guyon, cher David. On continue de se tenir informé de ces histoires, de ces affaires, et on voit ce qu'on devra faire, le cas échéant. On reparlera aussi, là il n'y avait pas d'actualité particulière, mais on reparlera à nos amis de notre action, puisqu'elle court toujours, bien sûr, en justice contre la Commission européenne sur le... J'ai pas eu de nouvelles, hein, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais l'affaire suit son cours. Hein. L'affaire suit son cours, on en parlera dès qu'on aura du nouveau, et on vous tiendra informé, évidemment, en temps réel. Merci David, merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir.